Quelle fâcheuse combinaison a causé la mort du plus célèbre fabricant de whisky? Où ces passagers d'un transporteur aérien ont-ils péri? De quoi ce joueur en ligne est-il mort? Comment ces hommes ont-ils perdu la vie et du même coup leur course contre la montre? Il y a plus de façons de mourir que ce que l'on peut imaginer. Certaines sont soudaines et choquantes. D'autres sont lentes et méthodiques. Mais toutes les morts, peu importe leur invraisemblance, peuvent être expliquées. Même les plus insolites. Lynchburg, au Tennessee, vers 1904. Pour les amateurs de whisky et même simplement d'alcool, Jack Daniel est un nom légendaire. Mais c'est bien plus que le nom d'une marque de whisky. La plupart des gens croient que Daniel est né le 5 septembre 1850. Mais personne n'en est certain. On ne sait pas non plus s'il a fondé sa célèbre distillerie en 1866 ou 1875. Mais tous les spécialistes de Jack Daniel s'entendent pour dire qu'un jour de 1906, Daniel a eu une mauvaise matinée. Il avait du mal à retenir les chiffres et ce matin-là, il ne trouvait pas la combinaison du coffre-fort de son bureau. Personne ne sait ce que Daniel voulait prendre dans son coffre-fort, mais ce qu'on sait, c'est qu'il s'est soudainement emporté. Le légendaire distillateur se blesse à l'orteil. Selon la professeure Mary Ann Cooper, même les blessures les plus anodines peuvent devenir mortelles. Quand quelqu'un s'est infligé une blessure mineure, que ce soit en se coupant un ongle d'orteil trop près de la chair, en se faisant une ampoule dans un soulier trop serré ou en donnant un coup de pied dans un coffre-fort, il peut y avoir une ouverture dans la peau meurtrie par laquelle les staphylocoques, les streptocoques et autres bactéries qui se trouvent sur la peau peuvent entrer dans l'organisme. Il peut aussi y avoir des cellules qui meurent dans des tissus meurtris. C'est particulièrement dangereux si la personne est diabétique. Et selon beaucoup d'historiens, Jack Daniel était diabétique. Les diabétiques sont immunocompromis et ils sont plus sujets aux infections. Leur système immunitaire est affaibli et leur taux de sucre sanguin élevé permet aux bactéries de se multiplier. Ils ont plus tendance à faire des infections. Personne ne sait pourquoi Jack Daniel ne s'est pas fait soigner immédiatement. Mais une chose est certaine, l'état de son orteil n'a jamais cessé de se dégrader. Jack Daniel avait sans doute des infections à répétition qui n'étaient jamais complètement guéries. Elles empiraient par moments, puis elles semblaient guérir. C'est ce qu'on appelle une détérioration progressive. La blessure qu'il s'est infligée s'aggrave. Et quand il se décide enfin à consulter un médecin, l'infection s'est répandue et son orteil est gangrené. Le docteur Brian Goldman nous explique cette sinistre réalité médicale. La gangrène est une nécrose des tissus. La pire forme de gangrène qu'on puisse avoir est sans doute la gangrène gazeuse, à la suite d'une infection causée par une bactérie anaérobie. Ces bactéries se nourrissent de tissus morts. Les bactéries anaérobies entrent dans un muscle par une blessure. En se multipliant, elles sécrètent des toxines très puissantes qui tuent les tissus environnants tout en produisant une substance gazeuse. Les bactéries et les toxines nécrosent le muscle, donc il y a de plus en plus de tissus morts qui nourrissent les bactéries anaérobies et il se crée un cercle vicieux. À l'époque, la seule option médicale était l'amputation. Mais c'était loin d'être une cure miracle. Au début du XXe siècle, il n'y avait pas d'antibiotiques permettant d'empêcher l'infection de se propager à d'autres parties de l'organisme par la circulation sanguine ou par tout autre mécanisme.
Malheureusement pour Daniel, l'infection s'est propagée. Et bientôt, il faut lui amputer la jambe jusqu'au genou. Mais ces malheurs ne s'arrêtent pas là, et aucune chirurgie ne pourra enrayer l'infection dont il souffrira bientôt, la sepsie. Les causes de la sepsie sont nombreuses. On peut développer une sepsie après avoir attrapé un microbe causant une pneumonie, qui entraîne une sepsie. Les toxicomanes qui utilisent des seringues sales peuvent en être atteints. Mais l'une des façons les plus communes de développer une sepsie, c'est par une blessure à l'épiderme, qui constitue une porte d'entrée. Par cette porte, les bactéries entrent dans les vaisseaux sanguins et créent des toxines qui causent une dilatation des vaisseaux entraînant une sévère hypotension artérielle. Un à un, les organes deviennent défaillants. D'abord les reins, puis le cœur. Malgré les meilleurs soins, des gens meurent régulièrement de sepsie aiguë dans les unités de soins intensifs. 6 ans après s'être blessé à l'orteil, maintenant amputé de la jambe et atteint de sepsie, Jack Daniel lutte désespérément contre la mort. Quand la sepsie devient trop sévère, quoi qu'on fasse, on ne peut plus sauver le patient. Malheureusement, il perd son combat. Jack Daniel nous a laissé un fort bon whisky, mais il n'a pas été assez fort pour échapper à cette mort insolite. Paris en France, à l'aéroport Charles de Gaulle, le 23 janvier 2003. Ces deux hommes ont pris une décision qui leur sera fatale. Ils projettent de s'embarquer clandestinement à bord d'un avion. Une entreprise fortement déconseillée par l'historien de l'aéronautique James Delorier. Depuis 1947, il y a eu 74 passagers clandestins à bord d'avions. Et seulement une douzaine d'entre eux ont survécu. Ces deux hommes ne savaient peut-être pas qu'ils couraient de grands risques, et pourtant ils s'étaient préparés. Des témoins oculaires ont dit qu'ils avaient des gilets rouges semblables aux uniformes de l'aéroport, et d'autres témoins les ont vus transportant du matériel de sécurité. Apparemment, ils avaient un plan, mais où avaient-ils l'intention de se cacher? Ils n'avaient pas un très grand choix, selon Paul Walsh, qui est professeur de génie aéronautique. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où se cacher. Si l'on n'arrive pas à entrer dans la soute de cargo, le seul autre choix, c'est le logement de train de l'avion. C'est à peu près le seul endroit où des gens pourraient s'embarquer clandestinement. Incapables d'entrer dans la soute de cargo, les deux hommes ont décidé de monter dans le logement de train, ce qui porte à croire qu'ils s'y connaissaient un peu. Il faut bien connaître l'intérieur du logement de train. Il faut savoir comment se placer à l'abri du train d'atterrissage qui va remonter. En plus, on doit être très à l'étroit à l'intérieur du logement de train. On doit avoir le nez collé sur les mécanismes des roues et des jambes de train. Il faut donc s'installer correctement. Il ne faut pas se tromper. Les actionneurs hydrauliques du train d'atterrissage sont des mécanismes très puissants qui ne pardonnent pas. Ils réussissent à se cacher à l'intérieur du logement de train. Mais leur voyage ne fait que commencer. Ils doivent d'abord survivre au décollage. Je serais sans doute terrifié en voyant cet énorme engin hydraulique s'avancer vers moi. Il faut vraiment être désespéré pour faire une chose pareille. Les deux hommes ont survécu aux puissantes forces aérodynamiques lors du décollage, et l'avion a atteint son altitude de croisière. Mais ils sont loin d'être arrivés à destination puisque cet avion effectue un vol de 11 heures sur une distance de 9293 km de Paris à Shanghai. Les deux passagers clandestins commencent déjà à être sérieusement incommodés.
L'intérieur de l'avion doit être pressurisé. La pression doit être à peu près la même qu'au niveau de la mer pour le confort des passagers. Le logement de train est à l'extérieur du fuselage pressurisé. Mais les opérations qui s'y déroulent ne se font pas dans un environnement pressurisé. Quand l'avion atteint une altitude de 12 000 mètres, la pression est de 2/3 inférieure à celle du niveau de la mer. Il serait très difficile de respirer à cette altitude, on perdrait connaissance assez vite. Mais une chose est encore plus dangereuse. La température baisse très rapidement. À l'extérieur de l'avion, il fait moins 50 degrés Celsius et le logement de train se refroidit très vite. Des passagers clandestins seraient exposés à de très basses températures. Mais les deux hommes ne sont pas au bout de leur peine. D'autres dangers les attendent. Ils commenceront bientôt à souffrir d'hypothermie, comme l'explique l'expert médical Brian Goldman. Normalement, la température du corps est de 36 à 37 degrés Celsius. On définit l'hypothermie comme étant une température centrale inférieure à 35 degrés. La plupart des gens ne remarquent pas grand-chose, à part qu'ils ont froid. Ils peuvent se mettre à grelotter. Les grelottements aident à maintenir la température centrale. Les extrémités, les mains et les pieds se refroidissent parce que le corps commence à détourner le sang loin des parties moins vitales de l'organisme pour créer un afflux sanguin vers les organes vitaux. C'est le premier stade de l'hypothermie, mais le suivant a des effets beaucoup plus dévastateurs. On commence à remarquer quelque chose au deuxième stade d'hypothermie, c'est-à-dire à moins de 32 degrés Celsius. Quand le corps entre dans le deuxième stade d'hypothermie, les vaisseaux sanguins se contractent et restreignent le flot sanguin, ce qui entraîne une défaillance des organes vitaux, incluant le cerveau. On commence à remarquer que les facultés mentales sont affaiblies. La personne devient confuse et somnolente. Certaines victimes d'hypothermie ont une sensation de chaleur, comme si elles étaient rétablies. Mais ce n'est que temporaire. Quand la température du corps descend sous 25 ou 28 degrés, le cœur commence à défaillir. Au troisième stade d'hypothermie, la fibrillation ventriculaire apparaît. Le pouls devient très irrégulier, puis le cœur arrête de battre. Il est fort probable qu'ils aient déjà perdu connaissance, qu'ils aient été dans un coma avant que leur cœur n'arrête de battre. C'est une mort assez douce. Le dernier, peut-être le plus grand danger auquel s'exposent les passagers clandestins, les attend pendant la descente, quand à 500 mètres du sol, on déploie le train d'atterrissage. Quand le logement de train s'ouvre, ces passagers risquent d'être largués très brusquement près de l'aéroport pendant que l'avion se prépare à atterrir. Il est difficile de combattre la pesanteur quand on est déjà mort d'hypothermie. Quand on voyage clandestinement pour faire des économies, le prix à payer est souvent beaucoup trop élevé, puisqu'il s'agit d'une mort des plus insolites. Daegu, en Corée du Sud, le 3 août 2005. Ce jeune homme s'appelle Kim, et c'est un joueur compulsif. Le jeu auquel il va s'adonner n'est pas un passe-temps comme les autres. En Corée du Sud, c'est un phénomène national. Il s'agit des jeux vidéo en ligne. Plus de 17 millions de Sud-Coréens s'y adonnent tous les jours, disputant des parties avec des joueurs du monde entier. Il s'agit de plus d'un tiers de la population de la Corée du Sud. Et Kim est du nombre. Le docteur Irvin Wolkoff est psychiatre. Il nous explique pourquoi les jeux en ligne sont si populaires. Le joueur a une sensation de puissance, il sent qu'il triomphe, qu'il est très intelligent. Les jeux vidéo ne nous montrent pas des comptables qui disputent des matchs à la calculatrice, ils nous montrent des monstres et des super-héros. En allumant son ordinateur, le joueur a l'impression d'être une personne tout à fait ordinaire. Il se sent impuissant et, quelques secondes plus tard, il tue des extraterrestres avec les rayons de son vaisseau spatial. C'est extrêmement gratifiant.
En Corée du Sud, les joueurs reçoivent plus que de simples gratifications. Ils peuvent devenir de vraies idoles. Les joueurs les plus célèbres gagnent des centaines de milliers de dollars et leurs matchs sont diffusés en direct dans tout le pays. Kim vient de perdre son emploi et c'est peut-être pour cette raison qu'il est si obsédé par les jeux en ligne. Rien ne peut le distraire et il joue déjà depuis 5 heures. Ian Spence, un expert qui étudie les effets des jeux vidéo, nous explique pourquoi certains joueurs en ligne deviennent si obsédés. Les bons concepteurs de jeux vidéo ont généralement une très bonne connaissance de la psychologie du joueur. Ils savent ce qui accroche et ce qui n'accroche pas les gens. Et ils conçoivent leurs jeux pour les accrocher. Les concepteurs de jeux savent très bien qu'il existe une réaction physiologique au jeu, un afflux de substances chimiques au cerveau qui peut être déclenché par le jeu. Et les êtres humains ressentent du plaisir quand certains réseaux de neurones sont activés. Et il semble que ceux qui contribuent à libérer de la dopamine et de la sérotonine sont ceux qui participent à créer la sensation de plaisir. Les activités qui procurent beaucoup de plaisir activent ces circuits. Les neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine sont des substances chimiques libérées par les neurones du cerveau pour envoyer des messages au système nerveux. Les chercheurs ont observé que tout comme le jeu traditionnel, le jeu en ligne peut entraîner la sécrétion d'une dose massive de ces substances chimiques, produisant un sentiment d'euphorie semblable à celui d'une injection d'amphétamine. Le jeu peut avoir provoqué la sécrétion de neurotransmetteurs en quantité supérieure que chez vous et moi. Voilà pourquoi Kim joue depuis maintenant 20 heures, près d'une journée entière. Et comme en Corée du Sud, la plupart des cafés Internet sont ouverts jour et nuit, personne ne va l'arrêter. Mais pourquoi ne peut-il s'arrêter de lui-même? Les psychologues ont effectué des recherches approfondies sur le rôle que joue la récompense. Ces jeux offrent des récompenses à intervalles irréguliers. Si elles sont accordées de façon intermittente et imprévisible, le joueur est beaucoup plus enclin à continuer. Si les points sont accordés de façon imprévisible et les récompenses de façon sporadique, les vagues de plaisir ressenties par le cerveau peuvent être d'une très grande intensité, ce qui pousse le joueur à continuer. Les jeux qui n'accrochent pas longtemps les joueurs n'ont pas de succès sur le marché et les gens qui les conçoivent le savent. Que Kim le sache ou qu'il l'ignore, il vient d'entamer sa 36e heure de jeu. Il est obsédé et il ne prête absolument pas attention aux signaux d'alarme que lui envoie son corps. N'ayant ni mangé ni bu depuis si longtemps, Kim est dans un état d'épuisement avancé, après avoir joué pendant plus d'une journée et demie. Si les jeux vidéo sont pratiqués au détriment des activités normales, il y a un problème. Ça devient malsain. Et Kim ne continue pas de jouer seulement 1 heure, il continue encore 10 heures. Il joue maintenant depuis 50 heures. Le manque de nourriture, de sommeil et d'eau aura bientôt des conséquences fatales. On a conclu que la mort a été causée par une défaillance cardiaque due à l'épuisement. Une chose très rare chez les hommes aussi jeunes que Kim. Ce qui prouve que les jeux qui semblent inoffensifs peuvent conduire à une mort des plus insolites. N'oubliez pas que de simples gestes de frustration peuvent être lourds de conséquences. Souvenez-vous que l'élément le plus important lors d'un vol international est l'endroit où vous êtes assis. Et que les comportements obsessifs peuvent causer l'épuisement et même la mort. Le fabricant de whisky, les passagers clandestins et le joueur en ligne ont tous posé des gestes irréversibles. Et le temps a fait son œuvre. Chaque tic-tac de l'horloge les rapprochait inexorablement d'une mort tragique et des plus insolites.